Aujourd'hui, on doit se pencher sur la nouvelle liste de l'équipe nationale du Sénégal. Mais soyons très clairs d'entrée de jeu, les gars, on ne peut absolument pas parler de cette liste de joueurs sans revenir en profondeur sur le climat volcanique qu'il y a autour. Je vous l'avais dit dans nos précédentes vidéos, cette histoire de titre retiré ne faisait que commencer. C'était loin, très loin d'être terminé et c'est littéralement ce que nous sommes en train de vivre en ce moment même. Le Sénégal champion ou le Maroc champion d'Afrique sur tapis vert. La décision choc de la CAF, l'attente insoutenable du verdict du tribunal arbitral du sport, le TAS, qui va devoir trancher très prochainement, et l'ombre de cette fameuse présentation du trophée prévu au Stade de France. Bref, on baigne dans un contexte totalement irréel où chaque jour, chaque heure qui passe, on comprend que les Sénégalais ne veulent pas en rester là. C'est clair et net. Il y a un paradoxe absolument fascinant dans la gestion de cette crise au Sénégal. D'un côté, on a pu entendre récemment des déclarations très mesurées, presque institutionnelles, venant de certains dirigeants, voire du président de la fédération sénégalaise lui-même, laissant entendre que si la CAF exigeait de récupérer le trophée physique, il finirait par se plier aux exigences de l'instance pour rester dans la légalité. Mais de l'autre côté, la communication visuelle et symbolique du camp sénégalais va totalement à l'opposé de cette résignation. Et c'est de ça dont on va parler, les gars. D'ailleurs, petit aparté, on sera en live ce soir à partir de 23h30 sur Twitch pour débriefer tout ça en direct avec vous, car on est très loin d'être au bout de nos surprises. Quand je vous dis que la communication sénégalaise est une rébellion totale, un refus catégorique d'abandonner ce trophée, ça se voit dans chaque pixel, dans chaque photo qui est postée sur les réseaux sociaux. Je crois que dans toute l'histoire du football africain, on n'a jamais autant vu le trophée de la CAN s'afficher partout après la fin du tournoi. On ne l'a jamais autant vu briller dans les mains des Sénégalais. C'est une véritable opération de communication militaire. Tous les cadres de l'équipe postent des stories provocatrices et pleines de fierté. Vous avez Moussa Ndiaye qui pose fièrement avec un message subliminal qui veut dire « venez la chercher ». Vous avez le capitaine Khalidou Koulibaly qui, rien qu'aujourd'hui, a balancé 3 stories successives avec la coupe. Et que dire de Pathé Ciss? Le milieu de terrain est carrément arrivé pour disputer son match de Coupe d'Europe avec son club en arborant fièrement sa médaille de champion d'Afrique autour du cou. Le message envoyé à la CAF et au monde entier est limpide. Oui, nous sommes les seuls vrais champions. La communication va dans tous les sens comme un tir de barrage. Ça part des joueurs, ça passe par le sélectionneur Pape Thiaw, ça inonde les community managers de la fédération et ça remonte jusqu'au sommet de l'État. Oui les gars, on peut carrément aller jusqu'au président de la République sénégalaise. Je ne vous parle pas d'un dirigeant sportif, je vous parle du chef de l'État qui a purement et simplement changé sa photo de profil officiel sur ses réseaux pour mettre en avant ce fameux trophée de la CAN. Et croyez-moi, ce n'est pas anodin. Demandez à n'importe quel expert en communication ou à un photographe. L'endroit où est placé le trophée sur cette photo présidentielle n'est pas le fruit du hasard. Il est littéralement au centre de l'image. Si on trace une droite sur le cercle de la photo, le trophée est le point de mire absolu. C'est un acte de souveraineté. C'est une manière pour le pays tout entier de dire à la face du monde, voilà, ce trophée, il est là, il est à nous et il restera là. Mais cette guerre d'images comporte des risques immenses et c'est ce que nous allons voir tout de suite face à cette véritable insurrection de l'image et ce dialogue de sourds entre la CAF, le Sénégal et le Maroc. Moi, ce que j'ai envie de vous dire, les gars, c'est très simple. Mon seul espoir, l'unique issue pour éviter un crash total du football africain, c'est que le tribunal arbitral du sport rende sa décision dans l'urgence absolue. Il faut que les juges de Lausanne tranchent le plus rapidement possible pour le bien de tout le monde, pour le bien de la communauté marocaine, pour le bien de la communauté sénégalaise, pour le bien des relations diplomatiques entre les deux pays. Je parle même sur le plan géopolitique. Bien que je ne sois pas un expert en la matière, c'est capital pour le bien du football africain de manière générale. Il faut être fixé une fois pour toutes pour que l'on puisse enfin passer à autre chose. Côté marocain, on a déjà acté dans nos têtes qu'on avait perdu cette finale sur le terrain. La défaite sportive a été dure à avaler, mais le deuil était fait. Si le TAS décide finalement de retirer ce trophée administratif, au moins l'affaire sera définitivement classée. Et du côté sénégalais, c'est exactement la même chose. Je pense que si le TAS rend un verdict clair, argumenté et inattaquable, il n'y aura plus de place pour les débats houleux du type « c'est la corruption, c'est la faute de la CAF, c'est un complot ». L'avantage d'une décision rapide du TAS, c'est qu'elle clôturerait les polémiques, peu importe la décision finale. Car au-delà du choix binaire entre le Maroc et le Sénégal champion, d'autres issues sont juridiquement envisageables.
On pourrait imaginer qu'aucun des deux ne soit sacré, ou même, comme je le dis depuis le début et comme nous le développerons un jour dans une vidéo dédiée, que le TAS ordonne de rejouer le match. Oui les gars, faire rejouer la finale, c'est une possibilité théorique, mais ça c'est un autre débat. L'urgence et le calendrier. Car si je vous dis que le TAS doit rendre son verdict à la vitesse de l'éclair, c'est parce que dans 9 jours à peine, le Sénégal va jouer au Stade de France. 9 jours. Et qu'ont-ils prévu de faire? Présenter officiellement le trophée de la CAN devant leur public avant le coup d'envoi? Franchement, j'ai peur. J'ai très peur que ce geste, si le TAS n'a pas tranché avant, ne fasse complètement dégénérer la situation. J'ai peur que cette présentation soit perçue comme la provocation ultime par la CAF et par la partie adverse et que ça déclenche une guerre ouverte. L'escalade est déjà terrifiante sur les réseaux sociaux. La haine entre les supporters grandit de jour en jour. C'est devenu malsain, toxique au possible. Et dites-vous bien une chose, les gars, on est en plein mois de Ramadan. Comme on dit chez nous, pendant le Ramadan, les démons, les djinns, ils sont enchaînés. L'agressivité est censée être contenue. Imaginez seulement le niveau de violence verbale et de tension quand le Ramadan sera terminé, que les djinns seront libérés et que l'on sera en pleine période d'incertitude. C'est pour ça que la décision du TAS doit tomber immédiatement. Il faut éteindre l'incendie avant qu'il ne devienne incontrôlable. Laissant de côté pour un instant la guerre des tribunaux, l'agitation des dirigeants et le climat explosif autour de ce trophée de la discorde, il est temps de redescendre sur le terrain, de parler football pur, car il y a des choses majeures à analyser dans cette liste dévoilée par le Sénégal. Oui, il y a de la continuité, c'est logique après l'immense campagne qu'ils ont menée durant la dernière CAN. Mais il y a surtout l'intégration de nouvelles pépites et parmi elles, il y a un joueur sur lequel on doit impérativement s'attarder. Un jeune garçon qui incarne à lui seul l'avenir radieux et la dignité du football africain, le petit Mamadou. Franchement les gars, face à la décision qu'a prise ce gamin, il n'y a qu'une seule chose à faire, lui tirer notre chapeau. Vraiment, il mérite tout le respect du monde. Imaginez un peu la situation dans laquelle il se trouvait. À seulement 19 ans, ce joueur figurait simultanément sur 2 listes officielles pour 2 nations majeures du football mondial. D'un côté, il était appelé par l'équipe A du Sénégal, le récent champion d'Afrique sur le terrain en tout cas. De l'autre, il figurait dans la prestigieuse liste de l'équipe de France Espoir. Le choix absolu, le destin de sa carrière internationale reposait uniquement entre ses mains. 2 pays puissants le voulaient, 2 projets sportifs s'offraient à lui. Et qu'a-t-il fait? S'est-il fait prier? A-t-il fait monter les enchères ou jouer la montre dans les médias? Absolument pas. Directement, avec une maturité impressionnante pour son âge, il a répondu présent à l'appel de ses racines. Il a choisi le Sénégal. C'est tout à son honneur et moi je vous le dis haut et fort, c'est exactement grâce à des jeunes hommes comme lui, animés par ce genre de conviction, que le football africain va pouvoir franchir un cap décisif. C'est comme ça que nos sélections vont évoluer, avancer et surtout gagner une crédibilité inébranlable aux yeux du monde. Car il faut bien comprendre l'enjeu. Quand tu es convoqué en équipe de France Espoir, tu n'es plus très loin du sommet absolu. Tu envisages de manière tout à fait légitime qu'un jour, la porte de l'équipe de France A s'ouvrira pour toi. Tu rêves de fouler la pelouse du Stade de France avec le coq sur la poitrine. C'est une possibilité réelle, palpable, que tu gardes forcément dans un coin de ta tête. Bien sûr, personne ne peut garantir qu'il aurait eu sa place chez les Bleus à terme. Lui non plus ne pouvait en être certain. Mais malgré cette perspective alléchante, malgré la vitrine mondiale qu'offre la sélection française, il a regardé l'horizon et il a dit non, mon chemin c'est le Sénégal. Ce genre de décision force l'admiration. Avoir des joueurs capables de privilégier l'appel du sang, de l'histoire et du projet sportif africain au détriment d'une voie européenne pourtant très prometteuse. C'est exceptionnel et heureusement le cas de Mamadou n'est pas isolé. Partout en Afrique, dans de nombreuses sélections, on voit émerger ce genre de profil. On le voit au Maroc et on espère d'ailleurs secrètement qu'un joueur comme Boadi finira lui aussi par tourner le dos à la France pour rejoindre les Lions de l'Atlas. On le voit également en Côte d'Ivoire. D'ailleurs, j'en parlerai demain dans une vidéo dédiée car eux aussi viennent de sécuriser un talent de 18 ans qui était dans une situation similaire. Bref, au milieu de tout ce marasme institutionnel avec la CAF, ces jeunes joueurs qui font le choix du continent apportent de formidables motifs d'espoir. Ils sont la preuve vivante que la flamme du football africain brille toujours aussi fort. Après avoir salué, comme il se doit, le choix fort et courageux de la jeunesse, il faut se plonger dans la structure même de cette liste concoctée par le sélectionneur pour les prochaines échéances. Et le moins que l'on puisse dire, c'est que derrière cette apparente continuité se cachent des retours qui ont l'odeur de la revanche et de la rédemption. Car oui, le fil rouge de cette convocation, c'est la stabilité d'un groupe qui s'est affirmé champion d'Afrique sur le terrain. Mais il y a un nom qui saute immédiatement aux yeux.
Un retour qui réchauffe le cœur de tous les supporters des Lions de la Teranga, celui d'Hassane Diao. L'air de rien, le retour de ce joueur vient renforcer de manière drastique le potentiel offensif de l'équipe du Sénégal. Il faut se rappeler l'histoire tragique qui le lie à cette sélection récemment. Hassane, c'est ce joueur pétri de talent qui a vu son rêve de disputer la Coupe d'Afrique des Nations 2025 se briser net à la toute dernière minute à cause d'une cruelle blessure. Un forfait déchirant juste avant de s'envoler pour le tournoi. Le voir revenir aujourd'hui dans cette liste, c'est une excellente nouvelle, une véritable bouffée d'oxygène. C'est la justice du football qui opère. Rendez-vous compte les gars, cela fait littéralement 1 an jour pour jour qu'il n'avait plus eu l'opportunité d'enfiler la tunique sénégalaise. Sa première et unique apparition sous le maillot national remontait au rassemblement du mois de mars de l'année dernière. Aujourd'hui, il a enfin la possibilité de rattraper le temps perdu, d'écrire son histoire avec cette équipe et de prouver qu'il est bien plus qu'une simple promesse. Iliman Ndiaye et Hassane Diao n'avaient jamais, au grand jamais, évolué ensemble sur une pelouse sous le maillot du Sénégal. Ils n'avaient même jamais été convoqués simultanément dans la même liste. Cette fois-ci, l'alignement des planètes est parfait. Normalement, ça devrait être la bonne. L'idée même de voir ces deux profils hyper créatifs, techniques et percutants combinés ensemble sur le front de l'attaque sénégalaise promet des étincelles et pourrait bien devenir le nouveau cauchemar des défenses africaines. Pour le reste du secteur offensif, Pape Thiaw a fait le choix de la logique implacable. On observe une véritable régularité, une continuité parfaite par rapport à ce que l'on a pu voir sur les listes précédentes et durant la campagne de la CAN. On ne change pas une attaque qui a su se montrer efficace et solidaire, surtout dans un contexte psychologique aussi lourd que celui que traverse actuellement la sélection. Les automatismes sont là, la confiance entre les attaquants est intacte et le sélectionneur a bien compris qu'il ne fallait pas bousculer cette alchimie. Il en va d'ailleurs exactement de même pour la salle des machines, le milieu de terrain. Dans ce secteur de jeu crucial qui est le cœur battant et le poumon de l'équipe du Sénégal, c'est le statu quo absolu. Aucun changement, littéralement aucun. Le staff technique a décidé de s'appuyer sur ses piliers, sur ces joueurs de l'ombre qui grattent les ballons, imposent le tempo et protègent la défense avec une rigueur militaire. Cette stabilité au milieu et en attaque est le signe d'un groupe qui vit bien, d'un groupe qui a des certitudes forgées dans l'adversité des terrains marocains. Mais attention, si devant et au milieu tout semble figé dans le marbre de la continuité, il n'en est rien pour l'arrière-garde. Car là où il y a eu de véritables secousses, là où le sélectionneur a décidé de remodeler ses plans et d'injecter du sang neuf de manière spectaculaire, c'est clairement en défense. Et c'est précisément ce que nous allons analyser dans la dernière partie de cette vidéo, avec des grands absents qui font couler beaucoup d'encre et des renforts qui pourraient bien changer la face de cette équipe. Si l'attaque et le milieu de terrain brillent par leur stabilité, c'est clairement en défense qu'il y a eu le plus de remue-ménage et de surprises dans cette liste. Et comment ne pas commencer par l'éléphant dans la pièce, le grand absent qui fait couler énormément d'encre, Malang Sarr. Honnêtement les gars, on s'attendait tous à le voir. Son nom a circulé avec une insistance folle ces derniers jours dans la presse et sur les réseaux. Il n'est pas dans cette liste. La question se pose inévitablement. Sera-t-il là pour les qualifications de la Coupe du Monde? Son choix pour le Sénégal a-t-il été définitivement acté sur le plan administratif? Ce qui est sûr et certain, c'est que Malang Sarr a clamé haut et fort son envie de jouer pour les Lions de la Teranga, mais la réalité, c'est qu'il réalise une saison exceptionnelle avec le RC Lens, jouant carrément les premiers rôles en Ligue 1. Et quand un joueur brille à ce point en France, les regards se tournent. On a tous vu le récent reportage que l'émission Téléfoot lui a consacré et on connaît la chanson. Quand Téléfoot fait un focus sur un joueur binational performant, c'est rarement anodin. C'est souvent que l'équipe de France n'est pas très loin et tâte le terrain. Alors pourquoi n'est-il pas convoqué? Est-ce un simple retard administratif lié à son changement de nationalité sportive ou y a-t-il une hésitation de dernière minute? L'avenir nous le dira, mais sa présence manque à l'appel. Cependant, cette absence n'empêche absolument pas la sélection de se blinder. Pape Thiaw a su attirer des renforts extrêmement intéressants, à commencer par Nobel Mendy. Lui, c'est une véritable pioche, un vrai renfort de poids. Je suis